Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Il est environ 6h du matin lorsque les habitants de Neuville-en-Ferrain constatent que 2 véhicules, dont un Renault Scénic, s'adonnent à une conduite excessive et dangereuse dans les rues de cette petite ville du Nord. Excédés, les riverains appellent les forces de l'ordre, mais à leur arrivée, ces derniers constatent que 2 des individus responsables du délit ont d'ores et déjà été interpellés par les habitants. En effet, quelques minutes plus tôt, armés de battes de baseball, ils interceptent l'un des 2 véhicules et passent à tabac l'un des occupants de cette voiture, tandis que l'autre prend la fuite. Pour revenir avec nous sur cet épisode et sur cette réaction violente des habitants, nous sommes avec Pierre-Marie Sève. Bonjour. Bonjour Baudouin, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le délégué général de l'Institut pour la justice. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les circonstances de ce passage à tabac ? Alors, c'est ce que vous avez dit. Il était environ 6h du matin ce dimanche matin. Et puis, donc dans cette petite ville du Nord, c'est dans la banlieue de Tourcoing, des crissements de pneus, des rugissements de moteurs, c'est-à-dire le lot habituel de toutes les personnes qui subissent des rodéos urbains. Et il y en a beaucoup en France, à travers la France. Tous les jours, on a des rodéos urbains. Et puis, les riverains appellent la police pour demander à faire cesser ces nuisances. Évidemment, la police prend un petit peu de temps à venir. Et donc, les riverains, à 6h du matin, on peut les comprendre, ils étaient assez excédés. Et donc, ils décident de passer eux-mêmes à l'action. Et alors, ils ont pris des battes de baseball. On dit qu'il y aurait une vingtaine de riverains. Et puis, ils ont sorti, comme vous l'avez dit, deux des auteurs des rodéos urbains, et les ont légèrement molestés et passés à tabac. Et donc, quand la police est arrivée, eh bien, son travail avait été fait et elle n'a procédé, a priori, à aucune interpellation des riverains, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'ai trouvé cet épisode très intéressant puisque quand on prend un petit peu l'histoire de la justice, en fait, si vous remontez aux années 900 et 1000, c'est-à-dire avant que le moindre État existe en Europe, qu'il y avait aucun embryon même d'État ou de police, qui fonctionnait. Pardon ? Ou de police, je disais en tout cas, de maréchaussée. Exactement, oui. Mais c'est un petit peu tous ensemble. Et en fait, à cette époque-là, dès que vous subissiez une attaque ou un dommage, quelqu'un vous agressait ou quelqu'un vous tuait ou quelqu'un de votre clan était tué, vous vengiez. C'était la vengeance. Et donc, tout le travail de la justice dans les premiers siècles de l'État, de la justice étatique, c'était de faire cesser ces cycles de vendetta, parce que toute la France était touchée par des vendettas, et d'ailleurs, tout l'Occident fonctionnait comme ça. Quand il y avait un meurtre, on savait qu'il y en allait avoir 1, 2, 3, 4, 5 autres en rétribution. Et donc, la justice publique, et l'Église, ont tenté de mettre fin à ces cycles de vendetta. D'abord, la première étape, c'était de faire payer les gens, de dire non, plutôt que de vous venger, on va aller obtenir une réparation monétaire. Et puis progressivement, au fur et à mesure que l'État prenait place, on le sait, on le dit, quand on apprend l'histoire de France, on sait bien par exemple que Saint-Louis a centralisé la France autour de sa justice. Eh bien, c'est tout à fait le cas. Tous les rois de France, leur justice était un élément fondamental de centralisation. Pourquoi ? Parce que la justice offrait un marché aux gens. La justice, elle disait on peut dire des citoyens, elle offrait aux citoyens au sujet. Ne vous vengez pas. Oui, c'est ça, elle offrait au sujet ne vous vengez pas, et en échange, nous vous offrons toujours, en tout temps, cette fois-ci, comme les autres fois, nous vous offrons un jugement équitable. Et c'était donc un contrat qui était passé avec les citoyens. Et bien, ça a été très positif. Quand vous regardez les courbes d'homicide, vous regardez les taux d'homicide pour 100 000 habitants, par exemple, qui est vraiment l'indicateur clé selon les criminologues. On est passé de 30 homicides pour 100 000 habitants à, aujourd'hui, on est aux alentours de 2 dans tout l'Occident. Si je me limite pas qu'à la France. Donc, aux alentours de 2. Et puis le problème, c'est que il y a un sentiment diffus dans la population, c'est que la justice ne remplirait plus sa part du contrat. Nous avons fait, l'Institut pour la justice, un sondage il y a 2 ans ou il y a 1 an sur est-ce que les Français estiment que la justice est laxiste. Bien, réponse, 81% des Français estiment la justice laxiste. On a des sondages depuis les années 60 sur avez-vous confiance en la justice, qui sont toujours plus mauvais et jamais très bons. Dès les années 60 déjà, les résultats étaient assez mauvais. Et donc les Français n'ont visiblement plus l'impression que la justice remplit sa part du contrat. Et
Tout bêtement, il y a un principe en droit et un principe de bon sens et un principe qui d'ailleurs est contenu dans le Code civil. Il y a un article, l'article 1217, qui dit qu'une partie à un contrat peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne. C'est un principe de bon sens. Et ben moi, je vais vous dire, cet épisode-là de Neuville-en-Ferrain, comme on en a eu d'autres, hein. Vous avez peut-être suivi l'année dernière, il y a eu l'affaire à Roanne. Il y avait un homme qui s'était introduit dans la maison d'une famille et qui avait agressé sexuellement une petite fille. Eh bien, le père de famille, dans ce quartier de Roanne, était sorti de chez lui et avec des copains, ils ont retrouvé l'agresseur et ils l'ont passé à tabac avant de le remettre à la police. Il y avait une autre affaire, encore plus emblématique. Vous vous en souvenez peut-être, c'était dans un quartier assez populaire de Nantes. Et puis il y a une mère de famille, une femme de ménage, qui a été tuée à un arrêt de bus. Enfin, une histoire horrible, une mère de famille de 45 ans, quelque chose comme ça. Et ben on a eu une enquête parallèle. Les jeunes du quartier, c'était une action assez communautaire, mais enfin quand même, les jeunes du quartier se sont bougés les fesses et ils ont interrogé les riverains, ils sont allés chercher sous la menace des images de vidéosurveillance des alentours pour retrouver le tueur de cette mère de famille et ils l'ont retrouvé. Ils l'ont passé à tabac, ils l'ont interrogé pour être sûr que c'était bien lui et ils l'ont remis à la police. Méthode peu judiciaire s'il en est. Absolument. Et moi, je regrette, en fait, évidemment, là, pour Neuville-en-Ferrain, on se dit c'est des gens normaux, à 6 heures du matin, un dimanche matin, on aurait envie de se faire justice nous-mêmes. Et malheureusement, quand la justice ne fait pas son boulot, et c'est un sentiment visiblement qui est diffus dans la population française et que je fais plus que comprendre, que je dénonce même à longueur de journée, quand on a cette situation-là, on peut être soulagé de se dire, bah voilà, ils ont fait le boulot de la police, ils ont fait le boulot de la justice, et tant mieux, très bien, c'est cool. Enfin, les gens se rebellent un peu. Mais je vous avoue que moi, ça m'inquiète beaucoup. Je trouve extrêmement triste de se dire que les impôts et la tranquillité qu'on paye à travers nos impôts et la tranquillité à laquelle on est habitué depuis des centaines d'années, aujourd'hui, quand on est obligé de faire ce genre d'acte, c'est la preuve qu'on ne l'a plus, cette tranquillité. Donc, c'est assez paradoxal, ce genre d'affaires, et je vois bien les réactions que ça a suscité. À la fois, les gens sont soulagés de voir ça, et à la fois, moi je dis, oui, soyons soulagés de voir ça, mais en même temps, disons-nous bien que c'est la preuve qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans la justice. Mais alors on peut s'attendre tout de même... Pardon. Oui, c'est tout. On peut s'attendre quand même à ce que des poursuites soient engagées contre ces riverains qui se sont fait justice eux-mêmes, puisque il y a un principe de légitime défense, mais qui, alors là, il peut pas être retenu puisqu'il n'y a pas atteinte à ces personnes. C'est une réponse à des nuisances, mais elle se fera l'objet de poursuites de la part de la justice nécessairement pour des violences commises en réunion. Oui. En principe, oui. Effectivement, en principe, oui. Moi, j'avoue, j'ai lu, alors c'était Amaury Brelet de Valeurs Actuelles qui avait sorti l'information. Il disait qu'il n'y avait aucune interpellation qui avait eu lieu. J'avoue que ça m'a beaucoup étonné. Ça m'a beaucoup étonné puisque la justice, depuis des années, sait bien que c'est son pré-gardé, ce genre de choses. Ce qui est toujours très emblématique aussi, c'est les affaires de légitime défense, les vraies, celles pour le coup où c'est vraiment nécessaire, où il y a des gens qui se défendent, qui sont attaqués chez eux, des personnes âgées attaquées chez eux, qui vont frapper ou tuer, parfois malencontreusement ou pas si malencontreusement, le cambrioleur, et qui sont quand même poursuivis par la justice. Donc effectivement, c'est très étonnant pour le moment qu'il n'y ait pas eu d'interpellation, en tout cas selon les informations qu'on a eues, mais a priori, toutes les chances pour qu'une enquête soit ouverte et pour que des riverains soient arrêtés, peut-être placés en garde à vue, peut-être mis en examen, peut-être jugés derrière. Mais vous savez, la justice, on ne s'en rend pas assez compte. Hein. La justice, c'est une affaire politique. C'est vraiment une affaire politique. C'est quelque chose dont on se rend compte pendant ses études de droit. Et quand la population, quand les citoyens se rebellent et trouvent une décision de justice scandaleuse, la justice est loin d'y être insensible. Et c'est pour ça que ce genre d'affaires, il faut absolument en parler. Et c'est très bien que vous le fassiez, vous par exemple. Il faut absolument en parler. Il faut que les gens unanimement trouvent que c'est scandaleux ou que ce serait scandaleux si des gens étaient arrêtés tout simplement pour avoir mis fin à ce rodéo, quoi. Donc c'est important de se mobiliser autour de ce genre d'affaires et de montrer que nous sommes là et que la population française a un avis sur la justice.
Parce que alors on peut regretter cette réaction, mais ce que vous disiez au début de cet entretien, c'est que si l'État ne remplit pas cette fonction qui existe depuis plusieurs siècles dans nos institutions de faire justice, mécaniquement il y a un désir de justice qui reste qui est un besoin en tout homme qui va prendre le dessus. C'est quelque chose que la justice française comment compte-t-elle réagir face à cela, face à cette montée d'une justice privée? Eh ben, la justice française n'aime pas du tout. Alors, l'affaire dont je vous ai parlé, de la mère de famille qui a été tuée dans un quartier de Nantes, pour le coup, il y avait eu une conférence de presse du procureur qui avait dit c'est pas bien de faire une enquête parallèle, mais je remarque qu'il n'y a eu visiblement aucune suite judiciaire à cette enquête parallèle. Or, il y a certainement des crimes et des délits qui ont été commis lors de cette enquête parallèle, puisqu'on sait par exemple que il aurait été le suspect aurait été passé à tabac. Donc c'est assez difficile à dire comment est-ce qu'elle va réagir. On ne peut pas préjuger, mais il y a quand même aussi beaucoup d'éléments qui tentent à nous laisser penser que la justice défend, je vous disais, son précaré. Et il y a une affaire très récemment dont j'ai parlé sur Twitter qui a un petit peu fait de bruit. C'est un homme qui se défendait à Mayotte. Un tireur sportif qui était à une fête à Mayotte et sur le chemin du retour, il s'est fait agresser par un groupe de 15 à 20 voleurs, délinquants, agresseurs. Alors, il sort son arme qu'il avait sur lui et il tire en l'air puis au sol. Il rentre chez lui parce que, coup de chance, les agresseurs se seraient enfuis suite à ces coups de feu. Il rentre chez lui et le lendemain matin, il voit qu'il y a eu 2 blessés suite à ces tirs. Et alors ces 2 blessés, d'ailleurs, je vous passe sur leur profil, dont une était recherchée pour plusieurs crimes et délits et qui était inscrite au fichier des personnes dangereuses. Et la deuxième, alors selon le rapport de police, on dit qu'elle a été touchée par les tirs à la fesse, mais lui, il dit que c'est ailleurs. Il dit que non, il n'a pas été touché à la fesse. Dans son interrogatoire, il dit non, j'ai été touché à l'épaule ou je sais pas où. Donc un profil complètement hallucinant. Et le tireur, malheureusement, prend la mauvaise décision parce que c'est un Français normal, c'est un citoyen ordinaire. Il dit bon, la justice, elle peut pas. J'ai confiance suffisamment en elle. Donc il se rend à la police. Il se dénonce. Il dit c'est moi qui ai tiré, ce qui a fait ces 2 tirs. Bon, voilà. Alors là, je vais vous dire déchaînement du parquet. Il est placé en garde à vue, mis en examen pour tentative d'assassinat. Il sera poursuivi pour violence avec arme et il a été condamné la semaine dernière à 12 mois de prison ferme. 30 mois de prison, dont 12 mois de prison ferme. Ce genre d'affaires-là, il y en a des dizaines tous les ans. Je pourrais vous en raconter d'autres, je vous en raconte une en 2 secondes. C'était une personne âgée qui avait 86 ans, un homme âgé qui habitait seul dans le sud de la France. Et tout d'un coup, lors d'une nuit, il entend un cambrioleur rentrer chez lui. Il se trouve que cette personne âgée qui avait besoin d'être rassurée dormait avec un petit couteau de cuisine à côté d'elle la nuit. Pour vous dire d'ailleurs l'état de psychose dans lequel les Français vivent. Et donc il entend un cambrioleur la nuit, il s'en rapproche, dans le noir, il donne un coup au hasard dans le vide. Malheureusement, pas si malheureusement, en tout cas il touche le cambrioleur, ce qui permet de se défendre. Donc la personne âgée n'a pas été attaquée ce soir-là, tant mieux. Mais le cambrioleur, lui, était touché à la carotide, il s'en va. Il meurt dans son jardin. Un coup au hasard à la carotide, vous dites? Oui, c'est peut-être c'est ce que prétend ce monsieur, quoi. Oui, absolument. Et alors il a été placé en garde à vue, mis en examen, pas de détention provisoire, mais il a été interdit de retourner chez lui pendant plus de 2 ans. Donc, il a dû louer un petit appartement à 86 ans. Vous imaginez, il a dû louer un petit appartement à côté, à 200 mètres de chez lui. Donc, il a finalement pas été condamné. La légitime défense a été reconnue, mais enfin, c'est déjà une forme de condamnation que de pas pouvoir vivre chez soi à 86 ans pendant 2 ans. Donc, ce genre d'affaires, il y en a plein. Et la justice a pris une fâcheuse habitude de vouloir défendre son précaré, c'est-à-dire de vouloir défendre sa prérogative exclusive de faire régner l'ordre. Et malheureusement, elle a beau dire qu'elle fait régner l'ordre, et c'est ce que les citoyens lui délèguent. Ils lui délèguent leur justice privée, ils la délèguent à cette justice publique, mais elle ne fait pas son travail. Je vous ai cité un sondage, il y en a plein. Les Français n'ont pas confiance en la justice, elle ne fait pas son travail. Et donc certains, au bout d'un moment, inévitablement se font justice eux-mêmes. C'est malheureux, c'est quand même de temps en temps assez soulageant et ça peut
oui, servir un peu d'exutoire quand on est spectateur de ces scènes-là. Mais je vous le dis quand même, malgré tout, c'est malheureux. Ça veut dire que tous ceux pourquoi nous payons, nos impôts, etc., ne servent pas à faire respecter l'ordre. Alors, pour revenir à ces rodéos urbains, donc qui sont la cause de ce passage à tabac là, à Neuville-en-Ferrain, est-ce que l'été 2022 avait été fortement marqué par la quantité de faits divers autour des rodéos, des enfants de 7 ans renversés, une mère de famille également renversée avec une poussette, plusieurs drames comme ça ont eu lieu. Où en est-on de ces rodéos ? Gérald Darmanin avait même parlé d'étudier le contact tactique qui est utilisé en Angleterre afin de percuter les chauffards à moto. Où en est-on de cette lutte contre les rodéos urbains depuis un peu cet été très chaud à ce niveau-là en 2022 ? Alors l'été a été très chaud en 2022, l'été a été très chaud aussi en 2023. Ça c'est certain. Alors où est-ce qu'on en est sur le contact tactique? Moi, j'ai eu aucune information comme quoi ça aurait été mis en œuvre en France ou même étudié. Et c'est d'ailleurs tout à fait dommage, puisque ce qui veut dire que les agents policiers, quand ils ont recours au contact tactique par la force des choses, dans le feu de l'action, j'ai envie de dire, ils ne sont pas formés pour ça. Donc ils ont une plus forte propension à commettre des accidents, à entraîner des accidents. Donc moi je trouve ça très étonnant que cette technique ne soit pas mise en œuvre en France. Tous les syndicats de policiers le demandent d'ailleurs aussi, et ça a des très bons résultats en Angleterre. On avait les statistiques, mais il y en a très peu. Il y a 3 accidents graves sur 10 000 poursuites, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très peu. Donc maintenant, et où est-ce qu'on en est ? Un autre élément assez amusant. Donc l'Institut pour la justice a produit un rapport sur les rodéos urbains au mois de juin dernier. Et on a notamment, dans le cadre de ce rapport, vous vous en souvenez peut-être, il y a une affaire où l'État avait été condamné par une riveraine à Marseille pour les rodéos urbains. Alors il se trouve que cette riveraine, ça ressemble aussi à l'affaire de Neuville-en-Ferrain dont on a parlé plus tôt, cette riveraine se plaignait principalement des nuisances sonores. Et on a eu cette condamnation par le tribunal administratif de l'État. Et tout le monde a applaudi des deux mains en disant « Regardez, l'État ne fait visiblement pas son travail, même la justice le condamne. » Et pour faire cesser les rodéos urbains, il ne fait pas son travail. Et dans la foulée, toute la presse avait dit oui, regardez, il y a eu une grosse action du ministère de l'Intérieur, et donc effectivement, le ministère avait réquisitionné un avion de la police aux frontières, donc un avion des douanes, pour repérer les rodéos urbains du haut du ciel, et pour ensuite agir en envoyant la police et faire cesser le rodéo urbain à côté de cette riveraine. Eh bien, nous avons, dans le cadre de notre enquête, nous avons recontacté cette riveraine et elle nous a confirmé que tout a recommencé. Les nuisances sonores ont repris. Alors, elle nous disait jusqu'à 120 décibels, ce qui est absolument énorme, jusqu'à 120 décibels. Et on va pas faire venir un avion des douanes à chaque fois qu'il y a un rodéo urbain. C'est tout le problème. C'est que les moyens qui ont été mis en œuvre là étaient complètement disproportionnés. On n'a pas les moyens. Personne n'a les moyens. Aucun pays au monde n'a les moyens pour chaque rodéo urbain, sachant qu'il y en a des dizaines toutes les semaines, voire tous les jours, de faire venir un avion de la police aux frontières à chaque fois. Donc voilà, cette affaire était assez emblématique. Et cette riveraine nous avait dit, en gros, tant qu'il n'y a pas de mort ou de blessés, tant que c'est que des nuisances sonores, la police ne viendra pas. Visiblement, c'est ce qu'elle nous avait dit, que la police lui avait dit qu'elle ne viendrait pas tant qu'il n'y avait pas de blessés ou de morts. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Rien n'a évolué, rien n'a avancé. C'est comme très souvent avec ce gouvernement depuis 2017, c'est-à-dire que très 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 peu de choses avancent. On a quelques déclarations parfois un peu tonitruantes, mais systématiquement après ça n'est jamais suivi en acte. Donc malheureusement je suis assez peu optimiste sur l'avenir des rodéos urbains. Sauf si, comme on l'a vu, des citoyens prennent les battes de baseball et font le boulot de la justice et de la police. Oui, d'autant plus, on aurait pu en parler, mais souvent, c'est les auteurs de rodéo, quand ils sont poursuivis par la police, mettent en danger leur vie de façon encore plus significative, et ce qui débouche souvent sur des drames, donc c'est encore plus délicat pour la police. Merci beaucoup, Pierre-Marie Sève, d'avoir été avec nous. Vous êtes le délégué général de l'Institut pour la justice.